Bonjour à tous. Donc, nous allons commencer le webinaire sur le travail sur écran. Alors, on vous a coupé vos caméras et vos micros pendant la présentation. On vous permettra la possibilité de réactiver en fin de webinaire pour nous poser les éventuelles questions que vous pourriez avoir. Donc, le webinaire va se dérouler en deux temps. Une première partie un peu présentation et une seconde partie où il y aura une mise en pratique des éléments par rapport à l'implantation et à l'aménagement du poste de travail. Donc, pour présenter ce webinaire, je suis accompagné de ma collègue Dominika Tuliszkiewicz. Bonjour. Et je suis moi-même Gwen Nespoulos et nous sommes tous les deux ergonomes au SSTI 33. Alors, j'espère que vous nous entendez bien. N'hésitez pas à faire sur la partie chat s'il y avait des problèmes de son, à nous le dire. Alors, sur cette partie de présentation, comme je vous l'ai dit, il va y avoir une première partie un peu théorique où on va présenter finalement l'impact du travail sur écran, notamment au travers le fonctionnement de l'œil, du fonctionnement du corps et également comprendre le principe de la charge mentale. En deuxième partie, nous aurons donc une mise en situation avec effectivement la posture de travail, les équipements de travail qu'il faut essayer d'avoir au niveau de son poste pour justement être bien au cours de son activité. Et nous vous présenterons également quelques étirements posturaux et donc la dernière partie qui seront la discussion. Pourquoi il est important finalement de s'intéresser au travail sur écran? Il faut voir que finalement il est omniprésent, que ce soit dans nos activités professionnelles ou personnelles. C'est vrai qu'on est soumis à avoir finalement un ordinateur, une télé, des tablettes, des smartphones. Et donc finalement, on y est quasiment en continu. Et du coup, pour comprendre finalement quels peuvent être les impacts, on va finalement s'intéresser au fonctionnement du corps et avec principalement, comme je vous l'ai dit, le fonctionnement de l'œil et la physiologie musculaire et posturale. Souvent, quand on parle finalement du travail sur écran, des questions apparaissent quand on parle aux personnes. Ça va être notamment, finalement, le travail sur écran peut-elle induire des pathologies de la vision? Est-ce que ça peut être induire des atteintes au niveau des membres supérieurs, de la main, du bras? Est-ce qu'il peut générer des tensions au niveau des cervicales, du dos? Et finalement, à ces questions-là, on ne peut pas y répondre oui ou non. Finalement, les réponses elles vont être induites par l'environnement du poste de travail. Donc, il faut vraiment, à un moment donné, s'intéresser à notre poste de travail, à notre activité, pour voir s'il peut être intéressant en termes de prévention des risques professionnels. Et quand on parle de travail sur écran, finalement, il ne faut pas focaliser uniquement sur l'écran, mais vraiment sur l'ensemble de l'activité. Effectivement, on va s'intéresser au poste de travail avec les éléments qui le constituent, c'est-à-dire le clavier, la souris, le siège, les accessoires également, auxquels on ne pense pas forcément, la téléphonie, les imprimantes, les interfaces également, c'est-à-dire les logiciels que l'on va utiliser, est-ce qu'ils sont adaptés ou non. Mais on va également regarder l'organisation du travail avec les rythmes qui sont mis en place, les pauses, les contenus, la diversité des tâches. Effectivement, on sait très bien que si on a une tâche répétitive, on va peut-être être plus soumis à un risque de troubles musculo-squelettiques. Les ambiances physiques également vont avoir un impact, notamment le bruit, la luminosité ou également la température. Donc finalement, on essaiera de vous répondre au travers de ce webinaire à toutes ces petites questions pour savoir comment cela fonctionne. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter le fonctionnement de l'œil. Comme vous le savez, un des 5 sens de l'homme, c'est la vision. Et du coup, 85% des informations de la vie courante sont véhiculées justement par la vue. La vision, elle dépend de la lumière, car c'est elle qui rend les objets visibles. C'est pour ça, lors du travail sur l'écran, il est important de travailler dans une ambiance physique avec une luminosité qui est adaptée à cette activité. Les tâches qui comportent une prise d'information visuelle requièrent une bonne vision et un environnement lumineux adéquat. Concernant le champ visuel, en fait, c'est l'espace visuel périphérique vu par l'œil sans bouger la tête. Du coup, il s'entend normalement de 40 à 70 degrés de bas en haut, voilà, et environ 90 degrés latéralement, ce qui correspond à un angle optimal de 180 degrés. Après, il est important aussi d'avoir quelques connaissances sur la lumière et l'âge. Donc, avec notre vieillissement, à partir de 40-45 ans, on peut commencer à ressentir le besoin, soit
avec un niveau d'éclairement plus élevé. Donc, à ce moment-là, notre besoin de lumière est 2 fois plus important à 60 ans qu'à 20 ans. Donc, on voit qu'avec l'âge, il y a des différences. Et il est aussi important de bien régler le contraste sur notre écran. Donc, on aura besoin d'un contraste plus fort pour vraiment bien prendre toutes les informations en compte. Il existe plusieurs mécanismes visuels, mais celles qui sont les plus importants, ce sera l'accommodation et l'adaptation. Du coup, l'accommodation, ce sera la capacité de l'œil à voir net des objets situés à différentes distances, et également l'adaptation, qui est la capacité de l'œil à s'adapter aux variations d'intensité lumineuse. Il est important aussi de régulièrement voir notre ophtalmologue pour justement corriger nos problèmes de la vision. Concernant les effets sur la fatigue visuelle et oculaire, au départ, on peut avoir les ressentiments comme la lourdeur des globes oculaires, des paupières. On peut ressentir aussi, apercevoir des petites larmes, les rougeurs, le picotement ou la sensation de sable voile. Sinon, le contraire, ça peut être le syndrome de l'œil sec. Il est bien d'utiliser la solution physiologique. Et suite à ça, on peut avoir également des petits maux de tête ou des vertiges. Tous ces symptômes peuvent avoir des effets sur l'activité, c'est-à-dire notre performance visuelle qui peut diminuer, notre concertation, elle sera moins importante, la lecture des détails, elle va devenir difficile, et également notre qualité et productivité sera moins importante. Du coup, toutes ces causes, ça peut être par exemple la durée prolongée et travail ininterrompu sur l'écran, l'éclairage qui n'est pas adapté, distance entre l'œil et l'écran, l'hygiéométrie du local, le travail face à un mur et les troubles de la vue existants. C'est ce qui est important à savoir, c'est qu'il n'y a pas de pathologies visuelles qui sont liées au travail sur l'écran. Par contre, celui-ci peut être un révélateur des troubles qui sont déjà préexistants, car il est très sollicitant pour notre vue. Et normalement, il est important de faire des pauses lors du travail sur l'écran, parce que les symptômes que je viens de citer, ils peuvent disparaître. Donc, on a vu effectivement que l'œil, il a un certain fonctionnement, un certain mécanisme. Il évolue également dans le temps, d'où l'importance de faire contrôler régulièrement sa vue. Mais le reste du corps, finalement, c'est un peu pareil. Comment il fonctionne? On va voir qu'au cours d'une journée, il peut avoir des différences. Ça peut être également au cours de la vie. Si on prend par exemple le rythme circadien de la vigilance, on voit qu'à un moment donné, sur une journée de travail, on n'a pas la même attention à certaines heures. Effectivement, quand on est sur des tâches complexes, il vaudrait mieux les privilégier de les mettre en fin de matinée, vers 10h, 11h, et les phases, trouver des tâches un peu moins, qui nécessitent un peu moins de concentration, les mettre plus en début d'après-midi, vers 15h. Effectivement, on voit bien qu'il y a un rythme qui est présent. Le reste du corps, finalement, ça va être un peu pareil, il va évoluer, notamment les muscles. C'est vrai que c'est pour ça qu'en fin de journée, on peut ressentir des tensions qui sont présentes. Lorsque l'on parle du travail sur écran, justement, ce qui est important de comprendre au niveau du fonctionnement du muscle, c'est qu'à un moment donné, on est statique et sédentaire. Tout à l'heure, on vous présentera la posture la moins contraignante pour se positionner, mais dans tous les cas, il faut savoir que c'est important de changer sa posture, de mobiliser ses muscles différemment pour offrir des temps de contraction, mais également des temps de relâchement. Ça va être avec le relâchement qu'à un moment donné, on va pouvoir éliminer un peu les déchets qui s'accumulent au sein du muscle. Donc, prenez bien en tête que même si vous êtes dans la posture la moins contraignante, c'est vraiment important de changer de posture régulièrement, même la posture assise, mais également de pouvoir essayer de se lever et de faire certaines autres activités. Au niveau finalement du fonctionnement du corps humain, souvent quand on parle du risque lié au travail sur écran, on va parler des TMS, donc les troubles musculo-squelettiques. Il faut savoir que c'est une maladie multifactorielle de l'appareil locomoteur qui va avoir tendance à toucher les tissus mous, notamment voilà, tout ce qui va être les nerfs, tendons, muscles. Et finalement, ça résulte d'un déséquilibre entre les capacités de notre corps et les sollicitations que vont avoir le corps.
Quand on va parler des troubles musculo-squelettiques pour le travail sur écran, on est notamment sur les membres supérieurs et le dos. Il faut savoir qu'il en existe aussi les troubles musculo-squelettiques pour les membres inférieurs qu'on va plutôt retrouver sur des activités type plombier. Finalement, ça va être une pathologie, comme je vous dis, multifactorielle qui va résulter d'un déséquilibre. Et finalement, le petit schéma que vous voyez à l'écran, à un moment donné, les sollicitations vont venir puiser finalement nos capacités au niveau du corps. Si on offre des temps de récupération à notre corps, il va revenir à l'état normal. Et pas de souci, on peut aller le solliciter. La difficulté, c'est finalement quand ces temps de récupération vont être inférieurs finalement à la sollicitation, on voit qu'il peut y avoir des petites micro-lésions qui vont apparaître au niveau du corps. Et finalement, ça va être ça les TMS, c'est qu'on va commencer à avoir une petite gêne qui va apparaître, qui va commencer à être de la douleur, voire après une incapacité de plus en plus présente. Donc on voit bien que là, le graphique le représente, ça apparaît par la douleur, et ensuite, au fur et à mesure, on peut aller jusqu'à voilà, la gêne, l'handicap, voire l'inaptitude au travail. D'où l'importance d'être vraiment à l'écoute de son corps et d'anticiper en amont le plus possible et faire de la prévention primaire. C'est-à-dire que quand on commence à ressentir des petites gênes à certaines zones corporelles, c'est essayer de comprendre d'où peuvent venir ces gènes pour essayer de travailler dessus. Lorsque l'on parle des troubles musculo-squelettiques, on se demande comment elles apparaissent, mais finalement, elles apparaissent si on a des contraintes biomécaniques. Donc effectivement, on va avoir différentes composantes pour l'apparition des troubles musculo-squelettiques. Il va y avoir la sensibilité individuelle, donc l'individu, qui est-il, qu'est-ce qu'il fait, quelle est son origine, son parcours finalement. Et ensuite, finalement, il faut avoir des facteurs biomécaniques. Les facteurs biomécaniques, c'est tout ce qui est les efforts, les forces exercées. Alors, travail sur écran, il n'y en aura peut-être pas forcément. On va plus être sur les autres indicateurs qui vont être la répétitivité. Effectivement, on se doute bien que si on est à la saisie permanente ou qu'on fait beaucoup de clics souris, là, on est sur des gestes répétitifs. Et ensuite, on va avoir les postures ou les amplitudes articulaires, c'est-à-dire effectivement comment je mobilise mon corps au niveau du travail. Et c'est là où on va voir qu'il peut y avoir plus ou moins de problématiques. À un moment donné, si effectivement ma souris, en fin de journée, elle est au bout de mon bureau, je vais être sur finalement une posture, une amplitude articulaire qui est sollicitante pour l'épaule, notamment. Et ce qui peut venir jouer sur l'apparition ou non des TMS, c'est qu'on oublie souvent, on a tendance effectivement à rester sur le biomécanique, ce qui sera un peu l'objet de notre webinaire aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a tout aussi un pan à aller s'intéresser. C'est ce qu'on va appeler les facteurs psychosociaux, qui vont être finalement l'intérêt que l'on a au travail, la perception que l'on a de son travail, le collectif de travail finalement, est-ce qu'il joue un rôle de prévention ou non. Donc tout ça également peuvent rentrer en jeu dans l'apparition ou non des TMS. Et c'est pour ça quand on travaille sur les TMS, on a effectivement à travailler sur les outils, comme on peut le voir, sur la gestuelle qu'on va vous présenter un peu tout au cours du webinaire, mais on peut également travailler sur l'organisation du travail, la conception des équipements de travail. Tout à l'heure, on parlait des interfaces qui sont adaptées ou pas. Et voilà, parfois, quand on peut avoir une possibilité de faire des retours à l'éditeur du logiciel pour justement lui faire des feedbacks sur comment améliorer pour éviter de faire 10 clics pour arriver à l'information qu'on aurait besoin immédiatement. Donc tout ça, ça se travaille. Après, il peut y avoir également l'organisation, la gestion des compétences, les ambiances de travail, le mode de rémunération, le type de management. Tout ça va être finalement des facteurs favorisants ou défavorisants dans l'apparition ou non des TMS. Alors, comme on est sur plutôt la partie biomécanique, il est intéressant de comprendre finalement quelles sont les zones au niveau du corps qui vont être sollicitantes. Par exemple, au niveau des cervicales, on voit bien qu'au niveau de la nuque, on a une petite latitude en termes de flexion, mais autant dès qu'on va être sur des mouvements d'extension des cervicales, c'est-à-dire qu'on va pencher la tête vers l'arrière, on est sur une posture qui va être contraignante. On le rencontre notamment sur les personnes qui portent des verres progressifs. On y reviendra par la suite. Ensuite, bien comprendre au niveau des épaules que plus le bras va rester dans l'axe du corps, que ce soit au plan sagittal ou frontal, moins on va avoir de contraintes. Plus finalement on va s'éloigner de l'axe du corps, plus ça va être sollicitant. Et on voit bien à un moment donné que si on est au-dessus du niveau des épaules, là on est sur une forte sollicitation. C'était par exemple le cas quand on avait souvent encore des imprimantes posées sur le bureau où on faisait cette gestuelle au niveau du bras pour aller chercher la feuille. Parfois, c'était même derrière. Et là, on voit bien qu'à un moment donné, pour les épaules, c'était très sollicitant. Ensuite, le coude, plus il va être sur un axe de 90 degrés, moins ça va être sollicitant. Et de la même façon, pour le poignet, plus le bras va être dans l'axe du corps, moins ça va être contraignant. Donc là, on a vu plutôt les articulations des membres supérieurs. Il est intéressant également de comprendre finalement le fonctionnement de son corps, du dos, pardon, pour comprendre finalement pourquoi on nous dit souvent de bien être positionné, d'avoir le dos droit. Finalement, le dos, c'est un empilement de vertèbres. Entre chacune de ces vertèbres, il y a des disques intervertébraux qui jouent finalement le rôle d'amortisseur et qui permettent aussi le mouvement. C'est-à-dire que si on n'avait pas de disques intervertébraux, on ne pourrait pas faire de rotation, de flexion. Donc ça va vraiment avoir ce rôle-là.
Et le disque intervertébral, finalement, il est composé d'un noyau et d'anneaux fibreux qui, eux, ont une caractéristique un peu élastique et essayent toujours de maintenir finalement le noyau à son centre. Et on voit bien qu'au cours de l'activité de bureau, on peut avoir à un moment donné, pas non plus néfastes, on peut en avoir de temps en temps, elles vont devenir problématiques si elles sont répétitives ou si elles sont maintenues sur le long terme. Effectivement, à un moment donné, une banque d'accueil, on peut voir qu'elle va être en flexion du dos. Si à un moment donné, c'est répétitif, qu'à chaque fois, elle doit présenter des documents, expliquer les documents à des visiteurs et qu'elle a 50 visiteurs sur une demi-journée, à un moment donné, il peut y avoir une contrainte posturale qui va être importante. Si elle le fait une fois dans la demi-journée, c'est moins gênant. Bien avoir aussi cette notion d'exposition par rapport à une posture. Une autre petite caractéristique souvent qui un peu illustre et choque les personnes, c'est effectivement, ne serait-ce que si on regarde la consultation d'un téléphone portable, on a plutôt tendance à être sur une forte flexion au niveau des cervicales. Et bien finalement, la pression qui est exercée sur les disques intervertébraux va être beaucoup plus importante. La tête, elle pèse à peu près 5 kg. On voit bien que si on consultait son téléphone face à soi, on aurait la pression qui est répartie sur l'ensemble des disques intervertébraux. Là, si on va commencer à avoir une flexion, finalement, les 5 kg de la tête, comme on la déporte par rapport à l'axe de la colonne vertébrale, la pression interdiscale va être de 50 kg. Donc, on voit bien que finalement, les postures, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Et souvent, on a le réflexe de dire oui, elle travaille assise, ce n'est pas contraignant. Et si, il faut savoir que la posture assise, c'est quelque chose de contraignant. Ce n'est pas forcément naturel, notamment on a, voilà, sur le dos, si on le reprenait, on a 3 courbures naturelles. Mais effectivement, quand on est correctement debout, on voit que les courbures sont respectées. Quand on commence à s'asseoir, effectivement, la pression interdiscale, elle n'est pas répartie sur l'ensemble des disques intervertébraux de façon homogène. Si on prend la position debout de référence, effectivement, la position assise va être un peu plus sollicitante au niveau de la pression interdiscale. Donc, effectivement, la posture assise va jouer sur la colonne vertébrale, mais elle va jouer également sur la musculature. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le fait de maintenir une posture en statique va entraîner une fatigue musculaire présente, parce qu'on maintient un tonus musculaire et en statique. D'où le fait, en fin de journée, d'avoir peut-être certaines tensions qui sont présentes. Ça peut également avoir un impact sur la circulation sanguine. Effectivement, on va avoir des points de pression qui vont s'exercer et la circulation sanguine ne se fait plus non plus naturellement. Le fait qu'on reste également en statique. Donc, pour faire un peu le parallèle, comme Dominical l'a fait par rapport au système visuel, effectivement, les problématiques que peuvent amener la posture sur le corps, ça va être des mauvais retours veineux, des fourmillements. Tout à l'heure, je parlais des trous musculo-squelettiques. Effectivement, le canal carpien, qui est la pathologie au niveau du poignet, ça va être les premiers symptômes vont être des fourmillements au niveau des doigts la nuit. Ça peut être également une fatigue ou une tension musculaire plus importante, des douleurs articulaires qui peuvent être parfois handicapantes. L'effet sur l'activité, ça peut amener effectivement de l'absentéisme. Ça peut également avoir des répercussions sur le collectif. Effectivement, si une personne est en arrêt régulièrement, souvent la charge de travail est reportée sur les collègues qui, eux, avaient peut-être déjà une tension, une pression suffisamment importante, mais on leur rajoute en plus. Ça peut être également une baisse de la qualité de la productivité et effectivement des coûts directs ou indirects. Ce qui peut amener ça va être effectivement, comme je l'ai dit, une posture statique prolongée. Effectivement, je suis resté concentré sur un dossier toute une demi-journée. Ça peut être à un moment donné problématique sans faire de pause. Des gestes répétitifs, des angulations corporelles excessives. Effectivement, la souris au bout du bureau, à un moment donné, mon épaule, elle va être un peu sollicitée. Des appuis continus sur le poignet, une crispation. À un moment donné, il y avait la mode des toutes petites souris d'ordinateur. À un moment donné, on avait les doigts qui étaient un peu crispés. Il faut savoir que la souris, on doit pouvoir reposer ses doigts dessus. Ça doit être un appui finalement. Ça va être également le dos en torsion ou le maintien continu du combiné, par exemple, téléphonique entre son épaule et son oreille. À un moment donné, si je suis comme ça pendant 10 minutes, je vais avoir une forte contrainte au niveau des cervicales. Ça peut être également ce que l'on retrouve souvent, des jambes croisées, repliées au niveau des cuisses, ou les pieds qui ne touchent pas suffisamment le sol, où on n'a pas d'appui suffisant. À un moment donné, ça va empêcher le retour veineux de se faire correctement. Maintenant, je vais vous parler du coup de la charge mentale, donc tout ce qui est cognitif. Donc voilà, la charge mentale et cognitive. On va aussi s'intéresser au stress. Qu'est-ce que c'est vraiment le stress? Donc, ce terme est souvent utilisé pour dire que c'est une résulte d'une perturbation de l'équilibre entre la charge que nous devons supporter et notre capacité à la supporter. Donc, il y a une charge cognitive parce que notre cerveau possède une capacité qui est limitée à traiter l'information dans un temps donné. C'est ce que je vais vous expliquer dans la diapo suivante.
Les facteurs psychologiques, en particulier l'épuisement professionnel, sont responsables de 22% des arrêts de travail de longue durée, ce qui est quand même important. La porosité accrue entre la vie personnelle et professionnelle liée à la généralisation du télétravail et l'omniprésence des smartphones peut expliquer également cette augmentation. Et c'est ce que nous montre l'étude Datascope, l'Observatoire de l'absentéisme, DAXA. C'est que les constats vaut aussi pour les cadres qui avaient jusqu'ici peu d'arrêts de travail. Or, leur absentéisme a bondi de 41% entre 2019 et 2022. Donc, concernant les interruptions de tâches, selon les types de tâches, les interruptions ont plus ou moins d'impact. Par exemple, pour une activité simple, comme le repassage, quelque chose qu'on connaît très bien, le temps de remise en route est très court. La tâche ne ralentit que de la durée de l'interruption. Voilà. Par contre, concernant des activités qui nécessitent de la réflexion, que les interruptions ont le plus d'impact. Par exemple, un comptable qui est dans ce chiffre, il n'a pas droit à l'erreur. Donc, lorsqu'on réfléchit, le processus se déroule dans notre tête et il est souvent nécessaire de reprendre la réflexion du début, ou presque. Ici, le temps de remise en route, il devient lent et c'est parfois même pire lorsqu'une interruption nous amène à perdre nos idées. Par exemple, quand on lit un livre, on commence à consulter 3 phrases, après il y a quelqu'un qui nous interrompt, on ne va pas reprendre à partir de la 4e phrase, mais il est fort possible qu'on va recommencer la page dès le début pour se remettre dans l'histoire. Voilà. Donc, pareil comme pour les autres sens, donc la charge mentale et cognitive, elle a plusieurs effets. Donc, par exemple, concernant la charge mentale et cognitive, nous retrouvons la trouble de l'humeur, trouble du sommeil, la fatigue qui augmente. On peut aussi avoir une perte d'appétit ou des crises de boulimie et la difficulté à se concentrer. Ça peut engendrer les différents effets sur notre activité. Donc, ce qui est vu tout à l'heure, ce sera l'absentéisme. Effectivement, la répercussion sur le collectif, vu qu'il y a moins de collègues, ben, du coup, souvent, on doit reprendre leurs tâches. Une baisse de qualité et productivité. Les causes qui peuvent engendrer cette charge mentale qui est importante, ça peut être le nouveau mode d'organisation, l'agencement spécial de certains locaux. Par exemple, dans les open space, il est plus compliqué d'être bien concentré sur les tâches qu'on doit réaliser. Après, également, les certaines ambiances physiques, donc le bruit, l'appropriation du poste de travail qui est impossible. Par exemple, je travaille dans un bureau qui est nomade. Mon bureau, il n'est pas qu'à moi, donc il faut bien l'aménager à chaque fois quand j'arrive au travail. Parce que les outils ne sont pas placés à même endroit que mon collègue qui est peut-être gaucher, alors que moi, je suis droitière. L'introduction du nouvel outil sans accompagnement, c'est ce que Gwen a dit tout à l'heure, il est important de concevoir des logiciels qui sont appropriés à notre activité pour mieux se retrouver dedans. Interface qui n'est pas fonctionnelle, le contenu de tâches qui est mal défini, une autonomie qui est diminuée, les marges de manœuvre qui ne sont pas larges, et également les relations du back et du front office. Il est important d'avoir une bonne communication avec nos collègues et les supérieurs également. Alors, une fois après avoir vu ces 3 principaux risques, donc effectivement, on espère qu'ils n'arrivent pas tout le temps, on va passer un peu à la partie prévention. Alors là, je vais faire juste une petite coupure du support et changer d'angle de caméra.
Donc, Dominica va se mettre en situation de travail et on va voir avec elle comment on peut essayer finalement d'aménager le poste. Enfin, on va essayer déjà de comprendre où sont les contraintes et bien justement, après, par rapport à ces contraintes, qu'est-ce qu'on pourrait essayer de mettre en place? Alors, comme ça prend un petit temps, je vais vous proposer, enfin, vous dire aussi qu'on vous enverra le support de présentation dans la semaine avec une petite plaquette qui rappellera un peu les informations que l'on aura vues au cours de ce webinaire. Alors, je fais juste un petit réglage pour que vous voyez bien Dominica et qu'on puisse commencer. Donc, logiquement, oui, je m'assure que le changement de caméra a bien fonctionné et ça a l'air d'être le cas. Donc, effectivement, on voit Dominica qui est assise à un poste de travail. Donc, par rapport aux différents éléments que l'on a pu évoquer tout à l'heure, ben, on voit certaines contraintes posturales qui vont apparaître. Effectivement, déjà, on va demander, on voit bien que les épaules ne sont pas forcément relâchées, que le coude n'est pas forcément à 90. Donc, on va essayer de partir du principe que le plan de travail est fixe et on va devoir s'adapter au plan de travail. Comment on va devoir s'adapter? Ben, on va déjà commencer à régler son siège et en allant bien dans le fond de son siège, ça va être le premier principe. Donc, effectivement, on peut utiliser les accoudoirs pour aller facilement chercher l'appui au niveau du dos. Donc, on voit bien que là, le dos va avoir un appui, ce qui va permettre de limiter la sollicitation interdiscale. Le second réglage que l'on va commencer à faire, ben, ça va être effectivement la hauteur d'assise. On va régler sa hauteur d'assise pour que finalement, j'ai mes épaules qui soient détendues et que mon coude décrive un angle à 90 degrés. Donc là, on voit bien qu'à un moment donné, hop, Dominica va essayer de trouver la bonne posture pour qu'à un moment donné, ses épaules soient relâchées et que son coude décrive un angle à 90 degrés, ce qui veut dire au niveau du plan de travail. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a bien réglé la hauteur d'assise, on va s'assurer d'avoir un bon appui au niveau du sol. Si on n'avait pas un bon appui au niveau du sol, il faudrait privilégier d'avoir un repose-pied. Les pieds doivent vraiment être à l'avant du genou, jamais replier les genoux. Souvent, on va chercher un appui au niveau des branches du siège parce qu'on n'a pas suffisamment d'appui au niveau du sol. Donc, c'est ce qu'il faut éviter. Si on replie finalement les jambes, ça va empêcher le retour veineux de se faire correctement. Et à un moment donné, on ne va pas avoir aussi une stabilité au niveau corporel. Donc, on va travailler beaucoup plus avec le haut du corps. Une fois qu'on s'est bien assuré d'avoir un bon appui au sol, on va également s'assurer finalement de ne pas avoir un point de pression à l'arrière du genou. C'est-à-dire qu'on doit avoir un espace dégagé entre le siège et l'arrière de son genou, à peu près de 3 à 4 cm. Ça veut dire qu'il faut pouvoir placer quasiment 4 ou 5 doigts à l'arrière du genou. Si on avait un point de pression, ça empêcherait également le retour veineux de se faire correctement. Ça donnerait une sensation de gêne et c'est pour ça que souvent certains opérateurs ne se mettent pas dans le fond du siège et se mettent juste en avant. L'idée, si on a vraiment un point de pression, c'est peut-être de mettre un repose-pied qui va permettre de lever légèrement les cuisses et éviter ce point de pression. Sinon, ben, on va essayer de trouver des sièges. Avec certains sièges, ont une assise qui est réglable en profondeur et on va régler finalement sa profondeur pour que la cuisse soit suffisamment maintenue, mais n'ait pas de point de pression à l'arrière du genou. Une fois qu'on s'est bien assuré de ça, ben, on voit bien que les bras de Dominicaine finalement ne sont pas maintenus. Et finalement, ben, on va utiliser les accoudoirs si on en a et on va les mettre à la hauteur du plan de travail. C'est vraiment quelque chose qui va être important. Donc, on règle bien les deux accoudoirs. Il faut vraiment avoir un équilibre postural. Et finalement, ça va permettre d'avoir les épaules détendues, cet angle à 90 degrés, et finalement d'avoir un appui, ce qui permet finalement de relâcher la tension musculaire au niveau de la zone cervico-brachiale. Vraiment très important de s'assurer ça. Là, on a des accoudoirs qui sont uniquement réglables en hauteur, mais vous pouvez finalement trouver des sièges où on aura des accoudoirs réglables en 4 dimensions, c'est-à-dire qu'on pourra régler la hauteur, mais également l'écartement, la profondeur, c'est-à-dire pour les personnes qui veulent s'approcher un peu plus du bureau, ben on va les reculer. Pour des personnes un peu plus fortes, ben justement, on peut les avancer pour justement avoir cet appui qui sera présent. Et ils sont également réglables en inclinaison pour que, que finalement le bras soit souvent maintenu, même en phase de saisie. Ce que l'on va voir ensuite, c'est que Dominica, ben, elle va travailler sur un ordinateur portable finalement. Et finalement, sur l'ordinateur portable, on va voir que par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau des cervicales, ben, elle va avoir tendance à avoir une flexion au niveau de sa posture et également ben, de se replier sur elle-même, d'être un peu recroquevillée. C'est ce qu'il faut éviter. Logiquement, l'utilisation d'un ordinateur portable doit être ponctuelle, c'est-à-dire qu'on doit l'utiliser maximum 2 heures en continu sur une journée de travail. Si on va l'utiliser plus, il va falloir prévoir du matériel supplémentaire, c'est-à-dire qu'on va mettre un support. Et on va
Et on va y associer finalement un clavier et une souris déportée. L'idée à ce moment-là, c'est que Dominica, en mettant son ordinateur sur un support, va avoir l'écran qui va être qui va être élevé, plus élevé, ce qui va éviter finalement la flexion au niveau des cervicales. Elle va également avoir le clavier et la souris dans sa zone de confort. C'est-à-dire que tout ce que l'on utilise fréquemment doit être compris dans un demi-cercle avec ses avant-bras. Vous ferez le test sur votre poste de travail. Parfois, on va trouver des claviers qui sont éloignés ou autres, mais c'est quelque chose qui va amener, lorsque l'on va saisir, forcément une contrainte soit au niveau des épaules, soit au niveau du dos. L'idée également par rapport aux repères visuels, c'est que logiquement, au niveau de la ligne de vision, donc ça veut dire que voilà, Dominica trace un trait, logiquement, le haut de l'écran doit être à peu près à sa ligne de vision. Et il doit être éloigné à peu près de la distance d'un bras. On va dire entre guillemets 50 et 70 cm. Ça va vraiment dépendre après de la taille des écrans, s'ils sont plus ou moins importants. Le repère, c'est si vous avez tendance à vous avancer pour pouvoir lire les caractères, c'est que sûrement votre écran est un peu trop éloigné. Faire attention, justement, tout à l'heure, on parlait des personnes qui portent des verres progressifs. Les personnes qui portent des verres progressifs ont finalement la correction qui est sur la partie basse de leurs lunettes, et du coup, elles vont avoir tendance à faire des mouvements d'extension au niveau des cervicales pour prendre l'information. Donc, pour les personnes qui ont finalement des verres progressifs, l'écran doit être plus bas que la ligne de vision, de 30 degrés plus bas. L'idée, finalement, quand on va travailler finalement sur un ordinateur, c'est peut-être également de voir si on le fait de manière continue, si on ne peut pas placer finalement un écran fixe par rapport à l'ordinateur portable. Là, pareil, on va privilégier lorsqu'on acquiert finalement des ordinateurs, des écrans fixes, de pouvoir avoir des écrans qui sont réglables en hauteur, qui permettra finalement effectivement à l'opérateur de le positionner en fonction de sa taille et d'avoir finalement le haut de l'écran qui est par rapport à sa ligne de vision. Donc, on va vraiment travailler par rapport à ça. Autre repère, c'est qu'on va pouvoir facilement après positionner. Alors, je reviens juste sur le clavier, j'ai oublié de positionner. Effectivement, le clavier est à peu près à 5-10 cm du bord et il est préconisé d'enlever les petits ergots qui sont derrière, qui ont tendance à surélever les claviers et donc à créer une cassure au niveau des poignets. Donc, si on revient sur le clavier, entre 5 et 10 cm du bord, et la souris est dans le prolongement du clavier. Autre principe, si on va travailler finalement avec un écran fixe, on voit de plus en plus de personnes travailler en double écran. L'idée du double écran, c'est qu'on va venir positionner les deux écrans le plus proche possible de soi. Donc, on évite d'avoir une distance finalement entre les deux écrans. On vient vraiment coller l'ordinateur portable sur l'écran fixe pour pouvoir le positionner. Deux positionnements qui sont possibles et qui vont dépendre finalement de votre activité. Si vous avez un écran qui va être principal, vous allez effectivement le positionner comme Dominica l'a fait, face à vous. Et l'écran secondaire, collé à l'écran principal avec un petit angle fermé. Si par contre, donc là, on est plus sur j'utilise 70% l'écran principal et 30% le secondaire, c'est-à-dire plutôt pour l'affichage des mails. Si par contre, j'utilise les deux écrans de la même manière, avec un temps d'utilisation très proche, je vais finalement les positionner côte à côte. Voilà, je laisse Dominica vous montrer. C'est que finalement, la jointure entre les deux écrans va être positionnée au centre de nous. Donc, on évite vraiment d'avoir un écart entre les deux écrans et le centre de l'écran est face à nous. Merci, Dominica. L'idée, vous l'avez bien compris, sur le travail en double écran, c'est que je dois rester, enfin, dans le double écran ou en écran tout court, c'est que je dois rester au maximum dans mon axe de travail. Éviter tous les mouvements, finalement, de torsion ou de rotation au niveau des cervicales ou du dos. Ce qui est également important quand on va travailler en double écran, donc là, on est sur l'utilisation finalement ordinateur portable, ordinateur fixe. L'idée, c'est presque d'avoir deux écrans identiques pour éviter justement d'avoir des différences de luminosité ou de contraste. Vraiment être vigilant quand vous travaillez sur double écran, finalement, d'ajuster, même si vous avez des écrans différents, d'ajuster la luminosité et d'éviter qu'il y en ait un qui soit trop lumineux par rapport à l'autre, qui pourrait créer une fatigue au niveau visuel. Comme tout à l'heure l'a expliqué Dominica, l'œil, c'est un muscle, il a différents facteurs mécanismes tels que l'accommodation, et lui, il s'ajuste entre les différentes luminosités à chaque fois. Si on a des luminosités différentes, l'œil, il doit s'adapter toute la journée, ce qui peut expliquer à un moment donné, quand on sollicite un muscle toute une journée, qui fatigue au fur et à mesure. Autre élément qu'on voulait vous expliquer,
ça va être lorsque vous travaillez en concomitance consultation, documents papier et ordinateur portable. Effectivement, souvent, on va positionner les documents à côté de soi, qui vont entraîner des fortes flexions et des rotations au niveau des cervicales, qui peut devenir un peu plus gênant. Et à un moment donné, il faut essayer de positionner finalement le clavier, le document papier entre le clavier et l'écran. Soit on trouve un petit support, soit il existe des supports. Il existe des supports finalement qui viennent se positionner entre le clavier et l'écran. Ils sont légèrement surélevés et inclinés, qui permettent finalement, sans flexion des cervicales ou avec une flexion réduite, de pouvoir consulter aussi bien les informations qui sont présentes à l'écran que les documents papier. Et ainsi, pas de souci. Certaines de ces tablettes sont également coulissantes, ce qui permet, si on a besoin à un moment donné d'annoter ou d'écrire sur le document, de le faire basculer par-dessus le clavier. C'est-à-dire qu'il va rentrer dans notre zone de confort. N'oubliez pas le petit demi-cercle avec les avant-bras. Et du coup, on n'a pas de contrainte à un moment donné pour pouvoir écrire sur le document papier. Très important par rapport à ça. Autre élément qu'on a souvent également sur les bureaux, ça va être le téléphone. Le téléphone, c'est pareil. À un moment donné, on va s'intéresser finalement à son positionnement et à son utilisation. Effectivement, si on a une utilisation très sporadique, ce n'est pas gênant. Si par contre, on a des appels répétés et beaucoup plus importants, vous voyez, si le téléphone est éloigné, on voit bien que le bras, à un moment donné, va avoir une forte extension au niveau du bras et également les lombaires vont être tendance à s'avancer. Donc, c'est pareil, on va faire en sorte que le téléphone se retrouve dans une zone, peut-être pas la zone de confort, mais dans une zone facilement de préhension. C'est-à-dire une zone facilement de préhension, on fait un demi-cercle avec ses bras en entier. Et là, effectivement, on rentre dans une situation moins gênante. Comme nous le montre très bien Dominica, évitez également de bloquer le combiné entre votre épaule et votre oreille, qui va être à un moment donné un mouvement très sollicitant pour les cervicales. Ce qu'il faut vraiment éviter. Si vous êtes dans un bureau individuel, ne pas hésiter à utiliser la touche haut-parleur, qui permettra ainsi d'avoir les membres supérieurs libres. Autre petite astuce, bien positionner déjà le téléphone, comme l'a fait Dominica, du côté opposé de la souris. Souvent, quand on nous appelle, ce n'est pas que pour prendre de nos nouvelles, c'est aussi pour nous demander des informations. Donc, on va soit faire des recherches sur Internet, soit prendre des notes. Et effectivement, si à un moment donné, on a notre main, si on est droitier, qui est libre, on va pouvoir facilement naviguer avec la souris en même temps que l'appel téléphonique. Donc, bien penser à mettre le téléphone du côté opposé de la souris. Si par contre, vous aviez des appels qui sont longs, répétitifs, de manière importante, outre le téléphone, peut-être essayer de passer sur des casques téléphoniques qui permettent d'avoir vraiment les mains libres. Donc là, on s'intéressera au casque téléphonique si on le prend avec une seule oreillette, 2 oreillettes, sans fil, avec fil, en fonction de notre activité. Effectivement, si on est amené à se déplacer, le sans fil, c'est plus. Si on a peut-être besoin d'entendre l'environnement autour de nous, une seule oreillette est peut-être suffisante. Ensuite, ne pas hésiter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on commence à avoir des petites gênes, douleurs, à s'intéresser à des matériels qui peuvent également se faire et limiter certaines contraintes. Là, Dominica est sur une souris classique qui va nécessiter à un moment donné, pour utiliser la souris, d'avoir un mouvement de pronation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la position neutre, mon bras il est comme ça, et je vais retourner finalement mon bras, qui va commencer à entraîner une tension musculaire au niveau de l'insertion du coude. Donc finalement, pour les personnes qui sont sujettes à des tendinites un peu répétées au niveau du coude, donc si vous avez des tendinites répétées au niveau du coude, ne pas hésiter à tester finalement des souris semi-verticales ou verticales qui permettent de garder finalement un alignement neutre, un peu plus neutre au niveau du coude. L'autre intérêt également, c'est qu'à un moment donné, on va éviter, quand on utilise des souris semi-verticales, d'avoir une cassure au niveau du poignet. Avec une souris classique, si on a mal réglé son siège, si la souris est un peu mal positionnée, on peut vite avoir une cassure au niveau du poignet, ce qui peut entraîner parfois des problématiques, notamment au niveau du canal carpien. Pour les autres personnes qui commenceraient à avoir des pathologies un peu plus lourdes au niveau des épaules, ou même l'utilisation finalement de la souris semi-verticale ou la souris classique devient contraignante, on peut trouver finalement ce que l'on va appeler des souris centralisées, qui se présentent un peu comme ceci et qui viennent se positionner finalement devant le clavier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, je n'ai plus ce mouvement d'éloignement de mon bras par rapport à l'axe du corps que je pourrais avoir lorsque j'utilise une souris. Là, je vais garder finalement mes bras proches du corps et je vais pouvoir à un moment donné utiliser le clavier en même temps que la souris. Elle permet également d'utiliser aussi bien, finalement, de déplacer le curseur aussi bien avec la main droite que la main gauche. Certains boutons sont paramétrables pour faire double clic avec un seul clic, etc.
Donc, ne pas hésiter à ce niveau-là à le faire. Autre importance également au niveau de, voilà, pour limiter un peu la charge, si on commence à avoir des douleurs que à la main droite, d'utiliser les raccourcis clavier. Effectivement, Dominica me montre que j'ai oublié un petit élément au niveau du dossier, c'est effectivement le dossier. On a fait tous les points du siège. Souvent, sur les dossiers, il y a deux possibilités. Soit d'avoir, comme le montre Dominica, un dossier qui est en dynamique, c'est-à-dire où on est maintenu très légèrement. C'est un peu le corps qui devrait devoir faire le maintien. C'est plutôt intéressant pour se détendre le dos. Voilà, j'ai un appel téléphonique, je déverrouille mon dossier et pas de souci. Quand je vais être en phase de saisie, c'est important, effectivement, voilà, comme le montre Dominica, qu'à un moment donné, le dossier soit bloqué, verrouillé, pour finalement avoir le dos qui soit bien maintenu lors de la phase de saisie. L'angle par rapport au réglage du dossier, ça va être comme est un peu Dominica, ça veut dire 90 degrés, voire légèrement plus au niveau du bassin. Donc par rapport au réglage, voilà, du bureau, on a un peu fait le tour. Comme on l'a vu, il y a également toutes les ambiances physiques qui vont être intéressantes à prendre en compte. Donc effectivement, quand on travaille sur écran, c'est des fortes sources lumineuses. Il ne faut pas hésiter à avoir un éclairage général qui soit suffisant. Donc on va plutôt avoir tendance à utiliser l'éclairage général. Et si notre poste de travail n'est pas suffisamment éclairé, ne pas hésiter à utiliser des lampes d'appoint. Mais privilégier toujours d'avoir un éclairage naturel important et ensuite d'utiliser l'éclairage général. Alors pour l'éclairage naturel, on va toujours essayer aussi de positionner le bureau perpendiculaire aux fenêtres. Alors là, on ne peut pas vous le montrer, mais le bureau est perpendiculaire aux fenêtres. Et on va faire également en sorte qu'il soit éloigné de 1,50 m de ces fenêtres, pour éviter tout risque finalement de reflet ou d'éblouissement pour l'opérateur. On va également essayer de placer des stores à lamelles horizontales pour occulter toute ou partie de la lumière. Bien penser également à positionner finalement son bureau face à la porte d'entrée, éviter que la porte soit dans le dos de l'opérateur, qui aurait finalement tendance effectivement à se retourner régulièrement pour voir les personnes qui passent. Ce n'est pas de la curiosité, c'est plutôt instinctif et on le fait comme ça. De la même façon, sur les autres ambiances physiques, plutôt privilégier d'avoir une hygrométrie entre 40 et 60 degrés pour éviter justement d'avoir un œil sec. Si vous sentez que l'air est trop sec, parfois d'introduire une plante verte, ça peut être un plus. Le bruit également est à prendre en compte. Comme le disait Dominica, sur les interruptions de tâches peuvent être parfois un peu difficiles au niveau de la charge mentale. Mais effectivement, quand on est sur des activités cognitives complexes, on va essayer d'avoir un bruit qui finalement soit compris entre 50 et 60 décibels. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, je vous parle de lux et de décibels, parce qu'il faut un éclairage général à peu près de 300 lux sur son poste de travail. N'hésitez pas à télécharger des petites applis sur vos téléphones qui peuvent très bien vous donner une estimation finalement de la luminosité sur votre poste de travail ou du niveau de bruit. Et ça permet parfois, on se dit, bah oui, moi j'ai suffisamment de lumière. Et quand on télécharge l'application, on voit qu'on est inférieur à 100 lux. Et on se dit, bah tiens, non, je devrais peut-être éclairer un peu plus. Vraiment, les écrans, c'est des fortes sources lumineuses, donc il faut vraiment un éclairage général qui soit suffisant. Ne pas hésiter également, quand vous vous levez ou quand vous positionnez au fond du siège, à utiliser finalement les accoudoirs comme appui ou le plan de travail ou ses cuisses pour, quand on va se lever, répartir finalement un peu la charge qui est présente au niveau du dos. Si vous vous levez sans les accoudoirs, tout va peser sur les disques intervertébraux. Si vous prenez un appui, ça va moins être sollicitant. En termes organisationnels également, ne pas hésiter à faire des pauses régulières, donc des pauses de 5 minutes toutes les heures ou 10 minutes toutes les 2 heures, pour à un moment donné casser un peu la posture, se lever, aller boire, s'hydrater. C'est aussi quelque chose d'important pour limiter l'apparition des troubles musculo-squelettiques, avoir une bonne hygiène de vie, c'est vraiment quelque chose aussi d'important. Donc ne pas hésiter à un moment donné à faire des pauses régulières. Et de la même façon que vous faites des pauses régulières, ne pas hésiter à un moment donné au cours de votre activité à faire quelques exercices d'étirement. Dominica va vous en présenter quelques-uns voilà, sur votre poste de travail pour à un moment donné détendre votre dos. Donc effectivement, les exercices d'étirement, on évitera d'avoir des contre-indications, mais effectivement, ça peut être des rotations des épaules dans un sens puis dans l'autre, des pressions au niveau des poignets d'un côté et de l'autre, qui permet un peu de détendre les muscles au niveau des avant-bras. On va également essayer de détendre son dos, voilà, en prenant appui. Alors toujours en le faisant doucement et en ne forçant jamais sur la posture. Il ne faut pas aller dans la douleur. Mais ça peut être vraiment des exercices à un moment donné qui permettent de détendre les muscles à un moment donné du dos et de les faire retravailler.
Donc voilà un peu pour la partie finalement par rapport aux postures de travail. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est peut-être plus une petite partie d'échange avec nous. Si vous avez d'éventuelles questions par rapport au matériel qui peut être mis en place ou à des questions par rapport à l'organisation que vous avez mis en place au sein de votre structure. Voilà, par exemple, souvent quand on est en entreprise, on nous pose la question sur, sur les ballons de gym ou sur d'autres éléments. Donc, n'hésitez pas à nous communiquer dessus. Alors, est-ce que vous avez des questions? Soit vous pouvez utiliser la partie chat, soit on va réactiver la possibilité de réactiver vos micros. Donc, ne pas hésiter à ce moment-là. Alors, les éléments... Moi, j'ai une question. Oui. Excusez-moi. On a une partie un petit peu laboratoire avec des établis, donc des bureaux un peu plus hauts. Les contraintes vont être assez similaires si jamais on a des sièges qui se règlent, mais parfois c'est des tabourets. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier par rapport à ça? Alors, ça va être un peu les mêmes principes si vous travaillez sur... alors, c'est des bureaux hauts ou des paillasses? Partie laboratoire, c'est vraiment paillasse un peu pour faire des... Oui, ça fait vraiment comme des établis, ouais. Alors, effectivement, l'intérêt, c'est soit on va travailler haut, debout, soit on va travailler effectivement avec des sièges hauts. Les principes vont être un peu les mêmes par rapport au positionnement. Ça veut dire vraiment penser aux épaules détendues et l'angle à 90 au niveau du coude. Alors, il faut s'assurer, après, on va trouver différents sièges hauts. Certains sièges hauts vont être juste des appuis-fesses. D'autres, ça va vraiment être des sièges où on va pouvoir s'asseoir avec un appui lombaire, certains avec un coudoir ou pas. Là, c'est à vous de voir. Bien s'assurer, par contre, quand on va travailler sur des paillasses, que finalement, la partie inférieure est dégagée pour pouvoir s'avancer au plus près, finalement, de la paillasse et de ne pas être trop éloigné, qui entraînerait finalement, à un moment donné, une contrainte au niveau dorsal. OK, merci. De rien. Il y a une autre question du réseau santé sociale HG. Bonjour, quelle est la bonne posture pour travailler debout? Alors, travailler debout, alors on n'a pas pris de bureau réglable en hauteur, on n'en avait pas, mais on va retrouver les mêmes principes pour travailler debout. C'est-à-dire qu'on doit effectivement avoir les épaules détendues et un angle à 90. Et on va régler la hauteur de son poste pour qu'on respecte ces principes-là. L'autre intérêt quand on va travailler debout, si on alterne les postures, on passe de assis à debout, ça permet de changer la posture, donc on va être plus sur une posture dynamique. Mais de la même façon, à un moment donné, le travail debout peut être une contrainte. Si on reste trop longtemps debout, les pieds joints, ça va commencer à travailler, à fatiguer au niveau lombaire. Donc, c'est peut-être soit d'avoir aussi un siège haut ou un appui-fesse pour, à un moment donné, pouvoir relâcher la pression, ou effectivement avoir peut-être aussi un petit marchepied pour pouvoir, à un moment donné, alterner, c'est-à-dire qu'on va mettre son pied droit un peu plus surélevé, ce qui va permettre de relâcher. On a un muscle psoas qui vient tirer sur les lombaires, et quand on surélève finalement un pied, on relâche la tension de ce muscle, ce qui permet, à un moment donné, de limiter la contrainte. Souvent, je prends l'exemple des barres où il y a une petite barre métallique au niveau des pieds. Et effectivement, ça permet à un moment donné de relâcher la pression et de rester plus longtemps debout aux barres. Voilà, c'est un exemple qui est parfois un peu plus parlant, mais c'est celui-ci. Une autre question d'ASSABC. Bonjour, cet webinaire sera-t-elle disponible en replay? Alors, Oui. le webinaire, voilà, comme va le dire Dominica, il a été enregistré, donc logiquement, il va être accessible en webinaire. Le SSTI a une chaîne YouTube. Ne pas hésiter à aller consulter la chaîne YouTube du SSTI. Il y aura ce webinaire, plus déjà les autres qu'on a pu déjà réaliser sur le maintien dans l'emploi, sur les addictions ou autres. Donc, ne pas hésiter à aller sur la chaîne YouTube, consulter les différents webinaires, et celui-ci sera sûrement présent d'ici la semaine prochaine. Sinon, concernant notre activité d'ergonome, n'hésitez pas à faire appel à nous par votre médecin du travail ou infirmière de santé au travail, parce que toutes les demandes sont comprises dans votre cotisation. Et par exemple, on peut réaliser une sensibilisation de travail sur l'écran au sein de votre entreprise. On peut faire également des études de postes individuels ou collectifs. On peut participer à vos projets architecturaux, soit animer vos groupes du projet ou autre. Je sais pas. Effectivement, c'est ça. Si un jour vous avez, par exemple, l'idée d'un déménagement ou d'une extension, de retravailler un peu la disposition des bureaux,
On peut vous accompagner en analysant un peu l'activité du travail, c'est-à-dire en regardant finalement, je ne sais pas, les documents qui sont utilisés, les relations entre les personnes, s'il y a des proximités un peu plus. Et finalement, on va simuler cette activité sur des plans et on va essayer de vous accompagner sur vos projets. Et après, effectivement, on peut également réaliser, comme le disait Dominica, des sensibilisations ou des études de poste individuelles sur des personnes qui auraient des problématiques un peu plus ciblées et dont les aménagements devraient être un peu plus précises. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors souvent, on a la question du télétravail, on ne l'a pas posée, mais les conseils que vous a fait pour le travail sur écran là sont transposables très bien aussi en télétravail. Alors parfois, on n'a pas toujours le matériel nécessaire, notamment plus au niveau du siège. Ne pas hésiter parfois, si on sent qu'on a les épaules qui sont toujours surélevées parce que notre assise est trop basse, à peut-être mettre des coussins pour surélever à un moment donné. Pareil, si à un moment donné, je n'ai pas suffisamment d'appui au niveau du dos, ne pas hésiter peut-être à rouler une serviette ou à mettre quelque chose qui vient soutenir le dos. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ne pas hésiter, partie chat ou à activer votre micro. Si vous n'avez pas d'autres questions, bah, on va vous laisser libérer. Comme vous l'a dit Dominica, dans tous les cas, n'hésitez pas à contacter votre médecin ou infirmière du travail si vous avez d'éventuelles questions, si vous souhaitez approfondir un peu plus le sujet, il vous orientera vers le bon interlocuteur pour intervenir. En tout cas, nous vous remercions de votre présence et vous souhaitons une bonne journée si vous n'avez pas d'autres questions. Merci à vous. Merci beaucoup.